Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après cette semaine de vacances. Bon, l'émission forcément sera longue parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il s'est passé pas mal de choses sur la semaine passée. On va discuter de tout ça. On commence comme d'hab quand même par le calendrier éco. On va regarder le calendrier de la semaine. Alors de la journée, pas très intéressant. Les ventes de logements, c'est pas sincèrement ce qui intéresse Wall Street pour l'instant. On va surtout filtrer les éléments importants uniquement de la semaine pour voir s'il y a un jour qui se dénote. Si on fait ça en début de semaine, c'est uniquement pour ça en fait, pour voir s'il y a une journée qui concentre et qui catalyse beaucoup d'intérêt, pour savoir entre guillemets si on a plus de chances de voir des tendances se développer en amont de ce truc-là, ou si on va probablement attendre après. Et effectivement, il y a une semaine assez intéressante parce que les commandes de biens durables, ça c'est lié à l'inflation et ça, enfin à l'inflation et à la production. Donc ça va être intéressant de voir ça. On a une fin de semaine donc intéressante plutôt côté production, côté américain, donc commande de biens, puis PIB trimestriel. À voir. Ils attendent 4,1 pour le PIB du Q2. Autant vous dire que là, la marge de déception est énorme et que je m'attends à un mauvais chiffre. Enfin, un chiffre qui tapera bien sous le consensus. Et ça, si ça tombe, Wall Street, ils vont pas aimer du tout. Donc à voir, mais pour moi, le gros catalyseur, ce serait donc vendredi. La BCE avant, évidemment, mais on n'attend pas franchement grand-chose de la BCE, si ce n'est éventuellement un changement de ton. Il serait quand même temps de se bouger le cul. Il faut dire honnêtement que normalement, septembre et décembre, on va à la sortie du QE, donc on attend maintenant le rythme de hausse de taux et il serait quand même temps maintenant de commencer à avoir un verbe un peu moins lâche à ce niveau-là. Voilà, on devrait avoir normalement de façon un petit peu plus claire une orientation plutôt sur une hausse de taux en juin ou en septembre 2019. Le reste, pas très intéressant. On va noter donc l'IPC trimestriel, ça oui, pour l'AUDNZD, donc mercredi dans la nuit. On aura quelque chose qui pourra faire bouger la UDNZD. Voilà pour le calendrier éco. On s'attaque direct comme d'hab au BTC en premier. On va tout cacher et partir en daily comme on le fait à chaque fois. Alors normalement, on s'était arrangé là-dessus. Il me semble que Crypto Analyse a déjà dû publier. Je vais aller vérifier. Voilà, c'est fait, vous l'avez déjà donc sur la partie Bitcoin. Je ne vais pas sincèrement refaire la même chose, mais je ne suis absolument pas surpris de voir le Bitcoin faire un plus 5% ce matin. On arrive sur des niveaux techniques. Je vais juste donc faire la poursuite de ce qui s'est passé du coup entre hier soir Crypto Analyse et ce matin, ce qu'on a sur les charts 2 heures. Donc le daily, pas de grande nouveauté si ce n'est que voilà, on arrive là pile sur la target. Il y a des choses à faire. Attention, la target d'un cycle bear, c'est en soi un signal bearish. Ce qu'on voit, c'est que le momentum, il est bien toujours en signal bear, donc attention à ce que ça ne se retourne pas. Je vais aller direct à l'essentiel. J'ai déjà pris des profits tout à l'heure avant de commencer cette émission. Pourquoi je le fais ? Tout simplement parce que si je viens en 2 heures, il n'y a pas encore le momentum bearish. Pardon, je vais prendre des profits au-dessus. Voilà, j'ai mis un ordre conditionnel tout à l'heure et une alerte en cas de franchissement, d'avalement baissier en 2 heures. Donc voilà ce que j'ai fait tout simplement là juste avant de commencer cette émission. Donc là c'est si on reste orienté comme ça me va. Ici on a une zone assez technique puisqu'on est à 161% d'extension. Donc si je vois une réaction des prix avec une confirmation donc du momentum, je passerai en prise de profit manuel. Sinon j'ai donc mis un ordre conditionnel ici pour une raison toute simple. C'est ici que nous retrouvons la target sine wave de cette tentative de breakout. Donc il y a deux options. Soit on s'arrête même pas là et on installe une tendance haussière, et je pense que dans ce cas-là, c'est exactement ce qui a été anticipé côté crypto-analyse. Je pense qu'on pourra éventuellement même tirer jusqu'à la zone des 8350 et cette zone-là, cette grosse zone de résistance qui se trouve dans cette zone supérieure. Il me semble qu'on peut aller là. Ça, c'est l'option où le break ici est validé. C'est-à-dire qu'on déclenche, on vient ici, on déclenche tous les TP, personne ne vend. Dans ce cas-là, on va aller chercher plus loin et déborder toutes les différentes résistances qu'on aura en chemin. Pour moi, la prochaine zone sera plutôt celle-là, c'est-à-dire 8200, là où on trouve l'extension 200% de la vague précédente. Donc c'est plutôt par là que je souhaiterais viser, c'est-à-dire que ma target 1 et target 2, voilà, je vais les mettre là. C'est donc les 2 points que je vise pour essayer de trouver
éventuellement la première prise de profit. Donc pas d'urgence, hein. Moi en l'état ça reste bien orienté, seulement si ça devait se retourner sur la zone du 161.8, dans ce cas-là je déclenche, c'est tout simplement que ce break sera un break de range et que donc ça nécessitera de travailler cette zone. C'est exactement en gros ce que je vous ai dit dans Crypto Analyse. Si ce break-là est poussé, ça nous amène là-haut. Si ce break-là échoue, on bloquera probablement soit ici, soit sur le niveau technique 161 et on va mourir probablement le reste de la semaine. Ce qui veut dire que si ça c'est notre point haut, ce sera le point haut de toute la semaine, je pense. Donc à surveiller, pour l'instant moi je ne vois pas de signaux de faiblesse plus que ça, si ce n'est donc le test de ce niveau Fibonacci. Jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas la réaction du marché sur ce prix, je vais donc rester sagement en observation ici pour avoir d'autres informations plus tard. Donc voilà, pour l'instant moi je semblerais donc tabler plutôt sur la possibilité qu'on bloque à peu près par là. C'est ce que Sinewave semble m'indiquer, mais attention, si on ne trouve pas de bear ici, ça veut dire qu'on est en tendance haussière toujours, et ça ne contre-indiquera absolument pas la poursuite jusqu'à cette zone-là. Voilà, maintenant moi en termes de probabilité, je vais y aller très franc, pour moi c'est 80% de chances qu'on s'arrête par là, 20% de chances qu'on poursuive par là. Donc je surveille attentivement, mais pour l'instant, rien n'est fait. Sur la partie Ether et IOTA, ça reste très faible, attention, hein, voilà. Donc je pense que si, encore une fois, phase de baisse, il doit y avoir dans la semaine côté cryptocurrency, ça risque d'être à cause des alts, parce que eux, ils sont pas du tout en grande forme, même pire que ça, c'est plutôt mauvais. C'est en train de préparer du squeeze dans une tendance assez mal orienté, puisque les creux sont au même niveau mais les sommets sont descendants, donc attention, ça c'est pas vraiment très très bon pour la partie IOTA. De toute façon moi je vous avais dit, le capital est réparti 50% BTC, 25% Ethereum, 25% IOTA. En cas d'invalidation, la trade BTC à lui tout seul aura produit déjà beaucoup de gains, donc ça ira très bien. Maintenant voilà, pour la partie Ether et IOTA, il n'est pas impossible que ces altes soient invalidées. Voilà donc pour la partie crypto. Donc on voit de façon très très nette et très sensible les altcoins qui souffrent vraiment face au Bitcoin. Alors vous voyez que sur l'indice altcoin, attention, hein, ça veut dire Ethereum, IOTA sont pour l'instant en fait parmi les plus faibles puisqu'ils sous-pondèrent très largement cet indice malgré leur pondération. Hein, l'Ethereum, je vous rappelle, c'est le plus gros composant de cet indice. Et voilà, là on a un indice qui casse des résistances et qui maintient des supports ascendants. Ce qu'on voit, c'est que nous côté Ethereum et IOTA, graphiquement, ce n'est pas le cas. Donc attention, j'ai peut-être fait un mauvais choix au final sur mes achats altcoins, puisque pour l'instant, j'ai acheté des altcoins qui sous-performent largement les autres composants de cet indice. Je vous le rappelle, j'ai pris les 10 plus grosses market cap suivant le Bitcoin. Hein. Voilà, donc Bitcoin exclut les 10 plus grosses market cap du secteur crypto composent cet indice avec une pondération relative en fonction de leur taille en market cap et nombre de coins en circulation. Voilà, je vais vous donner la formule. Hein. Au besoin, elle est postée, je crois, dans le Discord. Voilà pour la partie crypto, c'est tout ce que j'avais donc à rajouter. On passe donc aux autres marchés et des semaines assez intéressantes qui se sont mises en place. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse avant de terminer quand même complètement les cryptos. Pour la transparence du suivi qu'on fait séparément donc sur le trade BTC, il va de soi que comme j'étais en vacances la semaine dernière, il y avait normalement un suivi à faire hein, sur tous ces départs haussiers où normalement donc suivi aurait dû être fait. Parce que c'était une étape donc dans le trade. Hein. Le trade a donc maintenant de nouveau validé. On est bien sorti de la zone spéculative. Sur toutes les zones où je vous avais dit que je placerais des renforts, on a eu des accélérations. Accélération ici, je vous avais dit 6004, si on casse, il y aura accélération. Ça n'a pas raté. Et je vous ai dit même chose ici. Si on revient chercher cette zone-là, j'accélère. Mes renforts ont donc été exécutés. Simplement, je ne vous ai pas fait de vidéo pendant les vacances. Le niveau d'invalidation a été remonté ici. C'est-à-dire c'était mon prix d'entrée moyen. Hein, donc là, je ne risque clairement plus rien du tout dans ce marché. Je pense même là, théoriquement, qu'on pourrait remonter même ici. Hein, mais voilà, moi, c'est par là en tout cas. Ça m'étonnerait franchement qu'on puisse retomber ici. Donc pour l'instant, je ne crains plus la moindre invalidation. Je suis plutôt en train donc, de me projeter vers les TP. Donc la prochaine émission qu'on fera sera dès que je déclenche mes TP. Je vous ferai donc une émission improvisée en suivi donc de ce trade BTC. On aura donc tradé ensemble l'entrée, la phase de stress, la phase spéculative très longue
longue, et puis la phase de validation. La prochaine étape sera donc la première prise de profit associée à ce trade. Je vous ramène, d'ailleurs je le vois, en daily, on est donc de nouveau au contact du canal. Donc là on est au contact de l'oblique baissière. Il serait quand même logique donc que dans les prochains jours, on soit plutôt comme neutre. Donc ça fait partie des éléments que j'ai pas mis dans l'analyse crypto-analyse, que j'aurais dû mettre. Donc voilà, attention, haut du canal daily, sans avoir touché la partie basse. Normalement on va en sortir, mais on risque de travailler cette zone, puisque ça reste une oblique chartiste, on risque de la travailler, je pense, un petit moment, osciller dessus, dessous, dessus, dessous, avant, je pense, toujours une extraction légèrement haussière. Voilà, cette fois c'est bon, c'est terminé. On passe aux autres marchés. On va commencer, alors dans quel ordre? Parce que ça a été une semaine hautement chargée. Bonne question. Alors, on va commencer par... allez, on va faire un petit point global. Voilà. Donc d'abord, il faut comprendre quels sont les catalyseurs pour le moment qui font jouer le marché. Donc sur la partie américaine, bah, évidemment, comme d'habitude, rien ne fait rien au marché. Tout est positif, tout va bien. On se projette sur les résultats d'entreprise et, entre guillemets, on brûle un à un tous les catalyseurs de hausse possibles jusqu'à se retrouver qu'avec la merde. Donc moi, je maintiens toujours les scénarios en cours aux États-Unis, c'est-à-dire aucun achat possible sur ce marché-là. Et je surveille des décrochages assez massifs qui pourraient se mettre en place à cause des décorrélations énormes que nous avons sur l'ensemble du secteur indiciel. Les flux se concentrent aux États-Unis et uniquement aux États-Unis, c'est-à-dire que eux seuls pensent que tout ira bien, le reste du monde a bien déjà pricé des gros risques. Donc au bout d'un moment, soit Wall Street est précurseur et ils auront tout compris à la bourse et entre guillemets, ils auront dit nous on baisse pas parce qu'il n'y a pas de raison. Sauf que si ces baisses de marché qu'il doit y avoir, comme ils n'ont rien lâché, ils lâcheront tout d'un coup. Donc attention encore toujours à ces portes de saloon qui pourraient arriver à Wall Street. Si d'un coup tout le monde vend, tout le monde va se mettre à faire la même chose, il n'y aura pas le moindre acheteur. Donc attendez-vous à des conditions de liquidité très mauvaises, c'est-à-dire des mouvements très volatiles dans le cas où ça viendrait à merder. Les éléments qui plaident toujours en ce sens-là sont les mêmes. On a des taux qui laissent une bonne grosse place. Là, on va se focaliser uniquement sur la partie américaine et après, on verra du coup que le juge de paix la semaine dernière a été le Forex, mais que maintenant, franchement, moi, je ne vois pas quel autre catalyseur Wall Street a apporté pour continuer de monter. Donc, je m'attends à ce que ça décroche. Maintenant, attention, il y a les résultats d'entreprise et Wall Street, il fonctionne qu'à ça, donc si ça commence à décevoir un petit peu côté résultats d'entreprise, côté GDP, ce qu'on a vu par exemple, vous pouvez voir des claques assez monumentales se mettre en place très rapidement. On a bien vu par exemple Netflix, les résultats sont bons, mais il y a un petit truc qui déçoit un peu, boum, moins 15% à l'ouverture, bon c'est remonté, on va en parler ça juste après, mais voilà, c'est assez je pense représentatif du sentiment qu'on a, c'est-à-dire que des valeurs qui déçoivent un tout petit peu peuvent se faire dézinguer de 10 à 15% très très rapidement. Par contre, les investisseurs restent avides de risques et de gains. Donc attention, parce que Netflix, je vous rappelle qu'il y a un risque de bulle. Ce qu'on vient de voir est assez dangereux d'ailleurs sur Netflix et on en parle juste après. Donc Wall Street ne veut rien lâcher. Wall Street se projette sur le fait que les résultats vont être bons, tout ça, enfin les licornes boursières de Wall Street. Donc attention à ne pas voir de déception dans ce beau scénario parce qu'évidemment, je vous dis derrière, ces portes de saloon, ça se ferme derrière tout le monde et il y en a qui se feront claquer les doigts. Donc au mieux je pense à Wall Street de l'attentisme ou des petites ventes spéculatives, encore une fois j'insiste bien là-dessus, et en attendant que ça déclenche, et puis si ça déclenche pas, acceptez de donner ses stops, car le risque c'est de se prendre une grosse bubule dans la gueule, et croyez-moi vous ne voulez pas vendre ce genre de marché. Allez, donc voilà, sur les taux, je pense qu'on a une bonne grosse... il y a deux scénarios vraiment qui se diffèrent selon moi, enfin qui se présentent. C'est-à-dire que soit en daily, impossibilité formelle de franchir le moindre support, et entre guillemets, tout ce qui est support est acheté à Wall Street, et dans ce cas-là, les taux vont se tendre une nouvelle fois, je pense, au sein d'un canal. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait assez probablement... Pardon, je vais aller me mettre ça ici. On pourrait assez probablement se diriger donc vers une zone haute en canal ici, c'est-à-dire on prend les deux points bas là et on essaie de projeter ça à la plus haute clôture, c'est là, voilà. Ça nous donnerait donc cette zone-là à viser, alors ça veut dire des taux à 3,20 et je pense que derrière on pourra même envisager une sortie haussière
pour aller chercher des taux à 3,50, 3,60, autrement dit, même 3,70. Là, autrement dit, c'est la bulle. Ça veut dire Wall Street ne craint plus rien. Par contre, les investisseurs pricent bien le risque sur les taux. Et ça sera pas bon à terme non plus. Mais voilà, à 3,60, je vous dis, l'économie américaine, elle pourra très difficilement payer ses dettes. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je dis, on a enchaîné les risques en fin de cycle. Il y a une bulle de crédit, il y a une bulle spéculative possible. On a dans tous les cas une guerre commerciale bien ouverte, on est même à feu et à sang là-dedans. Donc voilà, attention à ces fins de cycle, c'est dangereux, on ne sait pas ce qui fera chuter Wall Street, mais les résultats d'entreprise sont un catalyseur potentiel. Tant qu'ils restent bons, ils peuvent se servir de ça pour vous défoncer des stops de vendeurs. C'est la thématique actuelle, on en parle juste après. Donc voilà, attention, les taux, donc 2 scénarios et on est bien pour l'instant sur un double bear, mais avec un squeeze, ce qui veut dire qu'il est impossible de rentrer spéculatif dans ces scénarios-là, il faut attendre le breakout. Donc il faut attendre que le marché décide, mais ça, et c'est l'élément pour moi le plus important, je vous l'ai toujours dit, on peut tricher sur tous les marchés, mais il n'y a jamais de manipulation sur les taux, sauf avec des millions de milliards, c'est-à-dire des QE. Il n'y a plus de QE aux États-Unis, le QE zone euro va sortir, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'intervention sur les marchés obligataires et que le marché va reprendre ses droits. Et pour moi, je ne sais pas honnêtement quelle sera la direction. Soit les taux se tendent et dans ce cas-là, je vous dis, ça peut être aussi négatif pour les actions, soit tout simplement, dans tous les cas, les taux se détendent parce que les investisseurs vont se placer sur des actifs faiblement risqués, c'est-à-dire vont acheter des contrats de taux, donc faire baisser les rendements. Et je pense que dans ce cas-là, ce sera compatible avec une baisse à Wall Street. Donc pour moi, c'est vraiment 2 solutions. Soit on monte là, Wall Street monte, et puis d'un coup, c'est tout le monde qui s'écroule, et ce sera un crack à Wall Street, probablement un crack déclenché par un crack obligataire. Et l'option numéro 2, on baisse ici, ça fait baisser et ça fait corriger Wall Street dans une phase tout simplement de stress où l'argent retourne sur les secteurs un peu moins risqués que sont l'obligataire, par exemple. L'obligataire, le yen, le gold, toujours le scénario que je vois, moi, se développer petit à petit, mais je vois bien que Wall Street ne veut pas lâcher, quoi qu'il arrive. Mais attention, je vous ai dit, si ça se fait, ça se fera d'un coup, et tout le monde fera la même chose. C'est-à-dire que là, on est bien sur une préparation de break. Pour moi, parmi tous les composants que je viens de vous citer, le gold, l'US Oil, tous ces trucs-là, tous ces secteurs sont extrêmement tendus, très manipulés, le Forex également, enfin manipulé, il y a des distorsions de marché très claires qui favorise Wall Street pour l'instant, en tout cas que Wall Street prend comme des secteurs favorisants. Voilà, ils ont tiré sur toutes les cordes Wall Street. Moi, honnêtement, maintenant, j'ai peur que tout le monde se dise, OK, il n'y a plus de porte de sortie, on va sur l'obligataire, on achète du yen, et qu'ils foncent tous tête baissée. Donc attention au squeeze. Le squeeze peut malheureusement se faire également à la hausse, et dans le cas, il faudra revenir ici et très probablement installer une tendance derrière. Donc comme je vous dis, option numéro 1, formation de la bulle à Wall Street. Option numéro 2, retour du risque, et dans ce cas-là, c'est extension de la consolidation, très probablement pour viser ça, c'est-à-dire le petit support ici à 2,55 jusqu'à 2,50 où on a une extension Fibo 127%, où ici, pour ma part, je reprendrai le train des achats de taux. Voilà, moi il est clair qu'ici on retombe sur une zone des 2,55, je rachète les taux US je revends les T-bonds comme je l'avais fait dans la phase précédente ici. Voilà, donc en termes de cycle, moi c'est ça qui m'intéresse, retour du risque, baisse des indices à Wall Street, hausse du gold, hausse du silver, baisse du US Oil et tout ce genre de système-là, achat de yen, et derrière je pense que ce sera retour des taux pour ma part. Et peut-être quelques achats d'actions, mais ce sera très 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 spéculatif et on verra tout ça bien plus tard si le moment venait à venir. Partie européenne, voilà, ça c'est ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc les Bunds, ça y est, enfin se réveillent. Il était temps quand même que la zone euro arrête ses conneries. Je vous rappelle qu'on a quand même une fin de QE, donc des taux à 10 ans en Allemagne, alors que l'économie allemande est en train de montrer des signaux de faiblesse assez alarmant, c'était quand même une belle connerie. Donc voilà, on reprend une bonne dizaine de points de base et je m'attends à ce qu'on en enchaîne encore une bonne trentaine, voire plus derrière. Donc je m'attends à ce que très rapidement on vienne chercher la target sur ces marchés. On est sur des marchés très tendus sur l'obligataire, je pense que donc très rapidement on pourra tirer ici. Et j'aimerais bien donc voir une distorsion se mettre en place, enfin une recorrélation se mettre en place, c'est-à-dire je veux voir des 10 ans américains baisser alors que les 10 ans européens monteront. C'est ça que je veux voir, c'est ça qui permettra justement normalement à la zone euro de se maintenir plutôt bien,
face à Wall Street qui pourrait chuter en ligne droite. Et c'est ça que j'aimerais voir. Donc une petite conso encore sur la zone euro qui a déjà très très bien pricé les risques. Par contre, voilà, côté américain, on n'a rien pricé du tout. Donc normalement, si distorsion il y a, elle doit se voir sur d'autres marchés. Je pense que le marché le plus sensible à ça sera l'obligataire. Donc je m'attends à une baisse sensible des taux en zone US, donc une baisse chez eux d'une trentaine de points de base, comparé à une hausse d'une trentaine de points de base en zone européenne pour réduire le spread entre les deux zones qui est complètement débile. Hein, on price du 2,90% aux US pour un 0,40 sur un 10 ans allemand. C'est complètement fou. Donc c'est pas normal et c'était bien une distorsion. Je pense que c'est ça qui ramènera Wall Street à la raison. Donc voilà, il est possible que donc... alors moi je n'ai pas de scénario d'achat de T-bond. Hein, mais par contre, je maintiens bien mon scénario de vente de Bund. Ça, oui, et je pense que le déclenchement qu'on a eu n'est que le signe qui était attendu. Donc voilà, cette zone d'achat parfaite qui a donc été réalisée. Donc les stops sont à break-even sur ce truc-là. Normalement, il n'y aura pas de pullback et on devrait se diriger vers les targets 1 puis 2 assez rapidement. Alors évidemment, on est sur unité daily, donc je vous rappelle que c'est un trade à échéance mi-septembre, donc il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on soit là demain. C'est possible, rien n'est impossible. Regardez la phase de baisse, on peut très bien avoir la même crise ici, le même sentiment crispant ici au sein des prochains jours. Donc voilà pour la partie obligataire. Pour la partie... Alors oui, ça aussi, il faut le noter. Le ratio, donc vous savez en fait le spread que vous avez entre les taux 10 ans et 2 ans sur la partie US commence un petit peu à se détendre. C'est-à-dire quand ça se resserre, on appelle ça l'aplatissement de la courbe de taux. Là on voit que ça se détend un peu, on était plutôt sur du 23-24 de différence, enfin 0,23, 0,24 entre ces deux. Là vous voyez qu'on est retourné sur du 30, donc ça se détend un petit peu effectivement. Ça pourrait laisser un petit bol d'air évidemment en termes de cycle économique. Parce que je vous rappelle que si on baisse à Wall Street, c'est pas pour un crack fin du monde, mais peut-être simplement pour marquer la fin de la tendance haussière, l'entrée dans des phases de range qui précéderont éventuellement ensuite un bear market. Donc je pense nécessairement pas que ce soit fin du monde dans les 3 mois à venir, mais voilà, faut faire attention et surveiller ça. Allez, sur les autres scénarios corrélés, toujours la même chose, puisque je pense que pour l'instant, pour comprendre les indices, il faut comprendre Wall Street. Pour comprendre Wall Street, il faut comprendre quels sont les leviers boursiers qu'ils utilisent pour maintenir une tendance haussière, alors que les autres ont perdu pour certains plus de 20%. Donc voilà, il y a bien évidemment des distorsions très fortes qui se sont mises en place. Les leviers boursiers qu'ils ont utilisés sont évidemment clairs. Le dollar, qui a donc malheureusement catalysé des cassures de support invalidantes pour ma part sur les scénarios. Maintenant, je n'ai pas déclenché, mais stop. Donc, sur le gold, je serre les fesses pour être franc, mais de toute façon, on est sur les derniers supports. Moi, je ne m'autoriserai pas de glisser sous les $1,200 l'once. On a un bel avalement haussier avec un signal de momentum proche d'une target sine wave. Alors, j'aurais aimé que ça se produise sur la target sine wave et pas plus bas. Mais le problème, c'est qu'ici, on avait un prix qui ne correspondait strictement à rien du tout. Donc, on a baissé un peu plus pour aller chercher les supports chartistes. Maintenant qu'ils ont été testés, on voit que le marché achète bien cette zone de prix. Moi, j'attends d'avoir des confirmations sur ce truc-là, c'est-à-dire je veux voir le momentum revenir à la neutralité, casser, et je veux voir les prix derrière essayer de casser les premières résistances et installer donc des creux et sommets ascendants. Attention, je vous rappelle la brutalité des mouvements que j'attends, c'est vraiment pour moi un interrupteur. Le jour où Wall Street éteint la lumière, le gold s'envole, tout le pognon retourne là sur les secteurs sur les secteurs perçus et recherchés en phase de stress, qui sont très clairement tous pointés du doigt. Ce sera les achats de gold et de yen qui seront mis en place très très rapidement, de même que les achats obligataires. Donc vous savez où ira le pognon de Wall Street ? Si ça doit tomber, c'est plusieurs centaines de milliards de capitalisation qui risquent de tomber, mais forcément, ces milliards devront bien se retrouver quelque part. Et je vous ai dit, pour moi, les zones target sont toutes désignées, l'obligataire, le yen et le gold. Donc c'est pour ça que si ça doit crisper à Wall Street, ça ira très 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 rapidement sur le gold, qui je pense validera cette divergence et ira répéter les résistances très rapidement. Donc on va voir combien de temps ça se tient sous ce support. Faites attention et notez donc bien habituellement, quand Wall Street casse un support majeur, comme ça a été le cas ici,
Ils l'ont fait pour déclencher les stops, c'est bien. Voilà, les stops sont déclenchés. Maintenant, attendez-vous à deux choses. Soit Wall Street se maintient sous le niveau, c'est-à-dire ça trade ici un bon moment pour exécuter quand même ceux qui essaient toujours de jouer les ventes. Et puis au bout d'un moment, bam, on décolle et on y va tout d'un coup. L'option numéro 2, voilà, moi je note ce truc-là, voilà, cette zone-là. C'est-à-dire que statistiquement, enfin pas statistiquement, mais c'est une habitude de trader que je vous donne là. Wall Street a tendance à faire ça, voilà. C'est-à-dire qu'il risque de nous ranger cette zone-là pendant un bon moment avant d'enfin se décider à tout éclater au nord. Par contre, on n'arrêtera plus la machine. Je préfère vous dire, je m'attends voilà, à un truc comme ça où on vient là, on vient ici et après, bam, ça part en vertical et il n'y a plus personne qui vend. L'option numéro 2, c'est qu'il n'y a clairement aucun vendeur par contre pour tenir la résistance. On repasse au-dessus et alors là, dans ce cas-là, ça ira encore plus vite. Mais je m'attends donc à ce que Wall Street fasse un peu les couillons au début de cette semaine et voir éventuellement les semaines suivantes, c'est-à-dire gagner du temps avec éventuellement la saison des résultats, mais je ne m'attends pas maintenant à ce que le gold aille beaucoup plus bas. On verra tout ça sur la paire dollar après. Le silver, même chose, donc a cassé son support, mais on voit que les signaux restent très très faibles. Il n'y a pas de breakout malgré la cassure du niveau. Normalement ici, Sinewave devrait voir un gros break baissier, il voit que dalle. Donc attention, je pense là aussi que le marché est sous pression à cause du catalyseur dollar. Maintenant, je m'attends quand même à retrouver une sensibilité haussière sur ce truc-là très prochainement. Donc je m'attends à ce que ça se neutralise avant de retrouver un gros contre-pied haussier mécaniquement à cause du dollar. On verra, à surveiller, ce sont les scénarios en place. Sur la partie US Oil, je m'attends également là à la possibilité d'un petit pullback, c'est-à-dire que ça peut être le relais haussier des prochaines semaines à Wall Street pour se maintenir sous les résistances, éventuellement essayer de prendre un retracement du WTI. Par contre, pour moi, retracement qui sera à vendre. Je pense qu'on ne franchira plus ces résistances. Je pense qu'ici, on a bien trouvé la vague 5 qui était recherchée, mais je m'attends à ce que ça, ce soit une vague 1 et que dans ce cas-là, on ait une vague 2 ici qui puisse permettre de choper une belle vague retraçante derrière. Maintenant, si ça continue de baisser, malheureusement, ce sera comme ça. Donc j'espère et j'aimerais bien avoir un petit pullback sur le WTI pour pouvoir le dégommer comme il faut celui-là. Pour l'instant, patience. Sur la partie FX, on va aller direct à l'essentiel, d'accord? Ça se produit sur le dollar. Donc dollar qui est venu ici, je suis dégoûté d'avoir raté cette vente. Vraiment dégoûté, je l'ai vu, je voulais la prendre et c'est raté. Voilà, donc ici, bien beau gros signal de double bear. On a bien le triangle validant sur les prix, un beau momentum bearish. Je m'attends à ce qu'on casse des supports maintenant. Tout doucement, attention, des supports dans une structure retraçante, c'est-à-dire que je vois bien effectivement une première zone à targeter ici vers la zone des 93, 80, 93. Donc là pour moi il n'y a plus de risque ratio-rendement, donc je vous rappelle que moi je trade que les ratios risque-rendement, donc pour moi c'est trop tard, j'ai raté le timing, je ne cours pas après les prix. Sur le dollar, de toute façon j'en ai déjà beaucoup en portefeuille du dollar de façon indirecte via GBP, USD et tout ça, donc la baisse du dollar restera profitable pour mon compte quoi qu'il en soit. Je target un retracement terminal vers la zone des 92, 50, 60, où ici je pense que de nouveaux achats de dollars pourront être intéressants. Donc ça conditionne évidemment la patience sur le scénario GBP-USD, qui donc normalement invalide son break. Donc je m'attends donc à une phase de range ici et qui dépendra donc plus du GBP que du dollar, mais le dollar devrait maintenant arrêter de nous casser les burnes, ce qui veut dire que n'ayant plus le dollar pour pénaliser la paire GBP-USD, j'attends maintenant de voir ce qui va se passer côté UK pour essayer de récupérer un petit peu de force sur le GBP. Donc c'est à voir au sein de cette semaine, mais j'aimerais bien retrouver une certaine force dans le GBP avec donc pas une faiblesse, mais en tout cas une faiblesse neutre, une neutralité baissière sur le dollar qui pourrait donc permettre à notre GBP USD de retrouver un peu de couleur après que ce dernier ait également cassé son support majeur pour aller chercher tout simplement le suivant, déclencher des stops, ça passe pas, ça repart bullish. Donc là, parmi tous les catalyseurs liés au dollar et qui ont été donc pénalisés la semaine dernière avec les cassures de support du gold, du silver et du GBP USD sur l'ensemble des scénarios que je tradais, toutes ces paires, évidemment, je les ai tenues puisque j'ai senti venir la chasse au stop. J'ai bien entendu à gérer le risque en fonction pour pouvoir monétiser ça dans un money management sans prendre trop de risques. Maintenant, il va de soi que si ces mouvements-là venaient à retomber pour aller plus bas, il va falloir au bout d'un moment invalider les scénarios. Pour moi, je pense que c'est bon, ça devrait passer. Mais il y a bien évidemment surveillance accrue sur l'ensemble de ces scénarios, mais je pense que le dollar ne nous embêtant plus, normalement on devrait retrouver les scénarios initiaux en validation prochainement, donc au sein des prochaines
prochains jours, voire des prochaines semaines. J'aimerais bien revoir donc notre GBP USD se diriger vers les résistances. Donc maintenant, je pense qu'on pourra targeter assez rapidement les niveaux de retracement Fibonacci. J'ai donc mis ma zone ici en TP1 à 1,35 sur le GBP USD, là où je pense qu'on pourra retrouver une zone de demande classique proche des 38% de retracement Fibo. On a un bon gros cluster et un bon gros paquet de résistance à proximité, donc c'est effectivement par là que je commencerai à gentiment encaisser mon GBP USD. Sur la partie euro-yen, là voilà, c'est bon. Celui-là, je vous l'ai dit, vendredi. À mon avis, lui, il va attaquer dès lundi et il va partir au sud. C'est évidemment ce qui se produit. Donc là, on a bien un triangle rouge bear. Il nous manque le momentum, malheureusement. Donc attention, attendez-vous quand même donc, à la possibilité que ça baisse et qu'il y ait un petit pullback quand même. Donc moi, je n'y vais pas encore tout de suite la fleur au fusil. Mais vous savez, j'ai gardé de l'euro-yen. Je m'attends sans problème. Alors, j'ai gardé, j'ai coupé ici une partie du trade. J'ai conservé le 50% de la position. J'ai revendu tout en haut. Celui-là, je vous l'ai donné. Donc ça a été revendu perfecto en haut. Je n'ai pas encore le levier max. Je ne suis que levier 3 sur ce truc-là. Et j'ai bien l'intention de revenir levier 4, voire plus si affinité. Mais je veux d'abord qu'on vienne tester ce niveau-là. Vous voyez, qu'on trouve un petit support par là. C'est-à-dire je m'attends à ce que le marché vienne tester là, trouve un petit support et réattaque le support. Quand on fera ça, là, la cassure du petit support qu'on pourra former par là, c'est lui que je veux dégommer allègrement. Donc ce que j'attends en termes d'action de prix, c'est un truc qui ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire ici, former un petit support, pas tout de suite, hein, je pense que ça se fera un peu plus bas que ça. Un petit pullback typique vague 2, vous voyez, un 61% de retracement ou un truc comme ça. Et derrière, effectivement, une bonne grosse baisse bien linéaire, bien droite. Donc vous savez, quand, le jour où l'euro-yen baisse, c'est que les Américains se pètent la gueule. Hein. Voilà, moi je ne vais pas y aller par quatre chemins. Donc je pense encore et toujours que Wall Street va s'éclater la gueule. Mais encore une fois, ils nous auront fait chier pendant des mois pour ça. Ils nous auront foutu le timing en l'air avec leurs ventes de volatilité, leurs achats de dollars. Ils auront donc tout fait pour maintenir la bête en vie. Il en va que quoi qu'il arrive, pour moi, ça va claquer. Mais je ne sais encore pas quand. C'est une question de timing. Donc attention, et on va donc voir encore une fois qu'est-ce qui pourrait permettre de fausser le timing. C'est notre ami le VIX toujours, c'est-à-dire que voilà le schéma que j'avais prévu. Le VIX casse bien effectivement ses résistances et ça c'était attendu. On a bien un momentum haussier contre des cycles baissiers, donc je m'attends toujours à des phases assez plates et rangeantes, voilà, on va dire des ranges quoi. Mais je m'attends donc ici à une structure assez bruyante sur le VIX qui semblerait et qui me laisserait à penser effectivement qu'on ait une semaine plutôt molle et drivée par des résultats d'entreprise. Donc certains à la hausse, certains à la baisse, du bruit de range avant que je pense naturellement la tendance haussière devrait s'installer sur le VIX, donc tendance baissière sur les indices, pour aller très rapidement se diriger, je pense, vers la zone où il y a de la demande, la zone des 21, et voir si ça claque, on pourra aller jusqu'à 31. Donc je pense que sur Wall Street, quoi qu'il arrive, il y a une phase de stress qui les attend dans les prochaines semaines. Je ne peux pas encore une fois donner le timing, c'est bien trop, je ne fais pas ça, c'est pas mon métier. Mais je pense que Wall Street est bien conscient qu'il y a quoi qu'il arrive, du stress est toujours à venir et que ce stress se verra, je pense, sur les prix de façon assez brutale, jusqu'à 21 le VIX. Je peux autant vous dire que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu et que le stress de cet été qu'on nous a vendu comme étant un été de pur bonheur risque malheureusement de s'en prendre plein la gueule d'ici la rentrée. Donc moi je m'attends à un mois d'août-septembre assez chaotique avec donc des retours de volatilité assez brutaux. Disons qu'à 21 tout ira bien, hein, ça veut dire qu'il y aura une phase de stress mais on la purgera une nouvelle fois à Wall Street. L'autre option c'est malheureusement la direction 31 et là je pense que les choses risquent de couiner. On sera plus de l'ordre des 15 à 20%, des 10 à 15% de baisse à Wall Street dans le scénario à 31. Donc voilà, quoi qu'il en soit, moi je suis de nouveau à l'achat de la volatilité sur toutes les expirations qui sont à venir jusqu'à échéance de novembre. C'est-à-dire que si en novembre on n'a toujours pas baissé, bon, au bout d'un moment je commencerai quand même à me calmer sur les achats de volatilité. Mais là, moi, tous les mois, j'achète à chaque fois. Dès qu'on vient sur un support, j'achète. Donc là, on était en échéance mensuelle ici sur le support et bien évidemment j'ai acheté du VIX. Donc ça, c'est un scénario mensuel. L'échéance, c'est la prochaine échéance de VIX, donc le mois prochain que je vise. Donc là, je ne surveille pas ces trades en UT 2 heures. Hein. Voilà, j'attends simplement qu'en daily, on se dirige gentiment vers les niveaux cités.
Je regarde si j'oublie quelque chose. Non, allez, on va enfin voir les indices. Donc voilà, je termine par les indices, malgré que c'est eux qu'il faut comprendre. C'est là que se trouve le vice caché en ce moment dans la bourse en général. Mais pour comprendre comment on arrive à cacher ces vices, il faut comprendre comment les corrélés se sont comportés dernièrement. Donc, quelles sont les parties haussières? À Shanghai, on est sur des parties consolidantes. Attention, je pense clairement pas qu'on soit sur des fins de tendance, loin de là, mais qu'on soit sur des sous-vagues 4, c'est-à-dire ça vient là, hop, on trouve les résistances par là ou par là, et ça repart pour une nouvelle de baisse. C'est plutôt à ça que je m'attends. Vous voyez bien la structure, hein, vague 1, vague 2, grosse 3, là on est en train de former la 4, et il nous restera probablement une 5 pour enfoncer tout ça derrière. Donc il me semble qu'il reste une phase de baisse côté Shanghai, il me semble qu'il y a toute la probabilité qu'on ait une nouvelle phase de baisse en zone européenne. Même chose, hein, là c'est très très faible et je m'attends à ce qu'on enfonce ces supports pour venir chercher ces zones-là et donc des nouveaux plus bas. Alors on va se mettre en daily hein, pour le DAX. Voilà. Pour le DAX en daily, pour moi, c'est cette zone-là qui demande vraiment les prix. Hein, la zone des 11 500, gros support chartiste ici. Vous voyez, ça veut dire, hop, on se fait une petite baisse de 7,5%. Là où Wall Street pourra enquiller, je pense, facile 15 à 20% de baisse, selon l'amplitude des déceptions sur les résultats d'entreprise ou autres catalyseurs baissiers. Je pense que voilà, théoriquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je m'attends à ce qu'il y ait une marge de baisse quand même en zone européenne, mais normalement le soutien de la hausse des taux devrait faire en sorte qu'on sera moins pénalisé que Wall Street. Je m'attends à 50% de la baisse que Wall Street pricera. Wall Street prendra probablement un 15 à 20% dans la gueule, alors que la zone euro se limitera probablement à 7, 7,5 sur l'indice le plus baissier qui est donc le DAX, qui s'est fait complètement démonter dernièrement. Sur l'Eurostoxx 50, même chose, je vois ce niveau de support tout légèrement plus bas ici. Là, il y a bien un très très beau support, un beau support de stratégie, c'est-à-dire ici un support qui pour ma part nécessitera la recherche d'achat sur ces indices ici. Voilà, en travail dans cette zone d'achat, je pense qu'on peut essayer de trouver des longs. Attention quand même, ici, je pense qu'il y a une toute petite... On va le noter, on va le rechercher de façon simple. On va se mettre en fixed range. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un petit vice caché là aussi en dessous. On va essayer de voir ce que je peux en tirer. Bon, c'est pas flagrant, mais effectivement, notez quand même ce prix-là, juste en dessous, sur les 3002 sur l'Eurostoxx 50. Moi, je pense que ce prix-là, s'il est proposé, je l'achète sans problème. Donc, à le noter, celui-là, moi, je me le garde et je vais vous le dire, je le mets direct en achat conditionnel. C'est-à-dire qu'ici, je pense que j'achète. Si on fait un petit piège, vous voyez, en plus on est sur la target TP, voilà. Bon, moi ça m'intéresse vraiment et je m'attends donc à ce que tout simplement l'Eurostoxx 50 fasse une grosse chute hein, brutale. D'un coup Wall Street lâche les supports et puis tout le monde engouffre derrière. Donc je m'attends à une baisse assez sensible sur l'ensemble des indices dans les semaines à venir. Maintenant, il faut encore une fois un truc pour vendre le papier à Wall Street, c'est-à-dire il va falloir un catalyseur. Pour le moment, je ne sais pas lequel ce sera. Donc patience, mais je m'attends donc à terme, plusieurs semaines, se retrouver dans le bas de ce canal. Ici, évidemment, les ventes que j'ai sur l'Eurostoxx 50 seront sorties et je commencerai à me projeter éventuellement sur des achats. Évidemment, si tout va bien, hein, si c'est l'économie qui part vraiment en vrille et tout ça, là, il va de soi que je ne m'amuserai pas à acheter ces supports tant qu'on n'aura pas vraiment validé des signaux dessus. Hein. Pas de spéculation agressive si les choses se dégradent côté macroéconomie. Hein. Et évidemment, là, on va terminer sur la partie à Wall Street, là où je pense que sincèrement, ça va mal tourner dans les prochains jours. On va cacher toutes les analyses. Ça tente un break. Donc, vous voyez que par rapport à ce qu'on a vu, effectivement, il y a des problèmes. On prépare des breakouts haussiers. Vous voyez que ça break que dalle. Hein. Ici, on aurait dû accélérer pour aller chercher le sommet historique. On voit que ça bute. Le volume est là. Hein. Regardez les volumes qui sont traités à Wall Street. C'est la première fois qu'on voit des volumes sous résistance. Et c'est plutôt mauvais signe pour moi. En ce qui concerne la cote américaine. Donc attention, hein, ça peut toujours se diriger légèrement plus haut pour aller toujours essayer de grappiller toujours plus de stops. Je pense que c'est d'autant plus notable ici. Le fait qu'on soit revenu fermer ce gap et qu'on soit en échec depuis 2 jours sous ce gap m'invite à penser qu'à Wall Street, ce qui les attend, c'est tout simplement la réplique de ça. C'est-à-dire d'un coup, ça va repartir et puis ça enchaînera très très rapidement. Je pense que Wall Street, en une semaine, on va enfiler probablement les 10 à 15% de baisse. Ce sera
extrêmement brutal, tout le monde sera dedans, et voilà. Donc faites attention à ça. Pour moi, c'est prêt côté Wall Street à chuter en ligne droite. Maintenant, je veux le voir se matérialiser sur les prix, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc ça reste spéculatif, donc il est interdit de mettre des leviers et il est interdit de trader ça agressivement, pensant que quoi qu'il arrive, Phil aura raison et ça va chuter. Si je me plante et que vous avez mis du levier, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Moi, je ne perdrai pas grand-chose si je me fais démonter à Wall Street. Alors il est sûr que ça va quand même me coûter quelque chose parce que là, je vous rappelle que je vends quand même Wall Street, la zone euro. Je revendrai un petit peu probablement de zone asiatique. Je vends toujours le FTSE, j'achète le VIX, j'achète le gold, j'achète le silver, je vais essayer de vendre l'US Oil, j'achète le GBP USD, je vends l'euro yen. Il faut bien comprendre que moi, le jour où le stress va revenir sur les marchés, le compte va exploser à la hausse. Donc je prends un risque associé au gain que j'aurai si évidemment le marché retrouve une phase de stress. Ce risque, c'est tout simplement le marché écarte tout stress. Dans ce cas-là, ça va me coûter du pognon. Qu'on soit clair, hein, j'ai bien un scénario qui me rapportera énormément s'il se valide, mais qui va évidemment me coûter un peu plus qu'un scénario classique si je devais me faire démonter. Donc, en toute transparence, hein, je vous le dis comme d'habitude, je prends des risques sur ce truc-là, des risques mesurés, mais il va de soi que si jamais je dois me faire planter, là, ce sera une perte sèche, c'est-à-dire une perte nette sur le compte. Je vous l'ai d'ores et déjà dit, elle se situe pour l'instant à peu près entre 5 et 8% de pertes nettes sur le compte à espérer si l'ensemble des scénarios venaient à être invalidés. On va dire peut-être plus proche de 8, hein, je pense. Voilà. Donc 8%, ça fait mal, hein, autant vous le dire. Si je dois me les prendre, ils ne vont pas me faire plaisir. Mais voilà, c'est le jeu. Par contre, si ça passe, c'est probablement 40 à 50% de gains qui seront enquillés derrière. Donc vous comprenez bien que j'hésite pas une seule seconde à entrer sur ce scénario. Voilà, donc patience, maintenant tout ce qui manque, c'est que Wall Street lâche enfin la bride et que si ça arrive, vous verrez que très rapidement tout le monde enquillera et donc attendez-vous à ne pas être surpris si vous voyez des très grosses séances de décrochage sur les indices. Ce sera tout simplement la cristallisation de toute cette patience qui a été mise en place ces derniers mois avec les ventes de volatilité. Tout d'un coup, en fait, cette pression-là qui a été accumulée, les distorsions qu'elles ont induites devraient très rapidement se détendre. Donc vraiment, moi, je vois une baisse indicielle à Wall Street comme un signal de détente des tensions et des crispations récentes qu'on a sur l'ensemble des marchés, sur l'obligataire, sur le forex, tout ça. Il faut vraiment que Wall Street lâche, en fait, pour qu'on revienne sur des choses un peu plus normales. Maintenant, attention, encore une fois, la rationalisation du marché, c'est pas quelque chose que vous voulez faire. C'est quelque chose qu'on spécule, mais si ça se pardouille pas, on lutte pas et on ne tient surtout pas les positions vendeuses que vous pourriez prendre. Sinon, ça veut dire que Wall Street risque de s'enfermer dans une bulle. Ceux qui vendent les bulles, croyez-moi, ils sont aussi perdants que ceux qui achètent les cracks. Hein, donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas faire. Côté action indépendante, Tesla c'est toujours la merde, hein. Ils font une vague 4 en triangle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 en triangle, je m'attends à une 5 assez rapide, hein, mais pas non plus cataclysmique, donc je m'attends à ce que la 5 vienne juste là, et je commencerai à prendre des petits gains sur Tesla. Je vous rappelle que le schéma pour moi c'est ça, c'est-à-dire une vague A, puis une vague B, et ensuite une grosse C. Donc voilà, hein, on voit que la vague 1 est assez puissante, donc généralement la vague 5 est proportionnelle à la vague 1, donc je m'attends ici à une vague 1, je m'attends à une vague 4 qui devrait se terminer par là, hein, donc triangle. Il reste encore 1 à 2 vagues à faire dans ce triangle, et derrière, normalement, on vient chercher une target de vague 5, donc vous voyez, ça nous ramènera probablement par là, légèrement sous le support. Je m'attends à ce qu'on le casse, hein, ce support, mais ce sera soit le 100%, soit le 127, à voir, hein, mais en tout cas, par là, moi, dans cette zone-là, il y aura une prise de profit obligatoire sur Tesla, puisque derrière, on aura probablement un gros pullback en vague B pour reprendre de belles ventes. Je vous rappelle qu'on joue des scénarios vendeurs, mais range sous Tesla, pas des scénarios ultra tendanciels, mais je pense que là aussi, on a une nouvelle phase de crispation baissière à rendre profitable sur Tesla. Donc je vais mettre une alerte par là. Dès qu'on arrivera sur ce support, c'est là que ça m'intéressera de prendre des petits renforts, hein, pour jouer juste la cassure du support, et derrière j'encaisse mes gains. Côté Apple, c'est là
que tout se joue pour moi. C'est là que ça m'intéresse. Je veux voir Apple se faire dézinguer. Je veux que ce soit une belle vague 2, hein, très longue, très lente. On fait tout pour acheter et puis ça n'achète pas. Et là, bam, ça décroche. C'est vraiment ce que j'aimerais voir sur la partie Apple. Donc tout simplement, enfin des chiffres qui déçoivent la cote et le consensus à Apple. Les résultats de mémoire, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont les résultats d'Apple. Ils déconnent là chez TradingView, je ne sais pas ce qu'ils foutent, les calendriers se mettent plus à jour, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, on va attendre, mais donc je m'attends à là aussi, même chose, je vous dis Apple, le jour où ça parvient plus à franchir les sommets historiques, alors que vous avez pricé comme ça, je vous l'ai toujours dit, la sanction elle sera immédiate, c'est-à-dire retour sur les supports ici, et ces supports céderont dans la foulée, c'est-à-dire que pour moi, Apple c'est 120. Le support, et quand on est à 191, malheureusement ça pique. Donc on va voir si on continue dans la psychologie et la logique actuelle, qui est donc en fait, si on regarde au sud, c'est tellement effrayant qu'on préfère regarder au nord. Dans ce cas-là, je vous dis, ça c'est le schéma typique de formation des bulles, c'est-à-dire qu'on sait qu'on fait n'importe quoi, on sait qu'on price n'importe comment, mais ça fait tellement peur d'imaginer la baisse qu'on préfère ne plus baisser, et monter coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc attention, ça ne marche que quand on est soutenu par des fondamentaux macroéconomiques. Donc attention aux résultats d'entreprise et à la façon dont Wall Street va les interpréter. Mais je m'attends donc à Apple, c'est vraiment un qui tout double, de toute façon, c'est soit je vais me faire démonter et ça va repartir complètement à la hausse dans une grosse bubule sur toutes les gigatech américaines. L'autre option, c'est tout simplement, ça y est, retour à la normale, tout le monde sort de là, des gros gaps baissiers, et derrière, forcément, tout le monde qui s'engouffre dans la brèche. Donc attendez-vous, je vous ai dit sur la partie action, le risque c'est que ceux qui sont à l'achat, vous risquez de vous prendre des gaps énormes, des gaps de 15 à 20%, et c'est bien pour Netflix, c'est remonté parce que c'est la toute première, et je vous avais même donné mon sentiment pour vous dire que Netflix, c'est probablement celle qui a le plus de chances d'être achetée parmi les grosses gigacap américaines. Enfin, de trouver une recherche acheteuse, c'est ce qui a été le cas, mais ça ne l'a pas empêché de baisser de 15% d'abord. C'est-à-dire que pour moi, Apple, c'est typiquement le genre de truc qui peut baisser de 15% et enchaîner moins 5 dans la séance, et d'un coup de finir à moins 20 le soir. Et ça, évidemment, ça fera les gros titres, ce qui ferait que derrière, tout le monde va commencer à flipper et à dire « Oh mon Dieu, mais si Apple tombe, c'est que tout le monde peut tomber !» Et derrière, ça va commencer à vendre des actions. Enfin, vous avez compris le principe. Il faut un truc pour bien casser le momentum bullish d'abord. Et je pense que des ventes Apple, ça peut être totalement ce que je recherche. Maintenant, je dis, il y a 50 façons de faire changer le sentiment à Wall Street. Je ne vais pas m'amuser à jouer à tirer au loto. Les autres, Facebook, c'est toujours parmi celles qui sont plus ou moins bien orientées, mais attention encore une fois, ça pour moi c'est la phase de fin d'une bulle, c'est complètement vertical, mais le risque c'est que ça continue longtemps, mais là, ce truc-là pour moi, dès que ça retombe, c'est la fin, et derrière, on viendra sans grande peine revenir chercher les 142. Nvidia, c'est voilà, no comment. Je pense que sur ce truc-là, on est bon. Là aussi, on attend que le décrochage, le signal pour s'engouffrer à la baisse, et ce sera tout bon. Sur Netflix, voilà, le problème, c'est que en hebdo, c'est moche. Voilà, quand vous avez un truc comme ça en hebdo, ça donne pas envie. Donc, à voir. Est-ce que ça retente quand même un petit pullback encore Netflix, ou est-ce qu'on s'effondre complet? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne prends pas le risque de me positionner là-dessus pour l'instant, parce que je ne sais pas. Mais là, théoriquement, c'est moche, et ce truc-là devrait assez rapidement s'effondrer. Pour l'instant, je ne touche pas Netflix, j'attends. Voilà. Soit ça revient côté le bottom ici, on arrive à décrocher, dans ce cas-là, je jouerai la phase terminale du crack. Soit ça trouve un support et on revient chercher, et là, voilà. Moi, le problème, c'est que le double top historique, j'aime pas trop ça. Pardon. Amazon, je ne touche toujours pas. Boeing, je m'attends aussi à ce que celle-là se fasse dézinguer bien proprement bientôt. J'aimerais bien donc vague 1, vague 2, et hop là, j'aimerais bien que ça dégomme. Ici, on voit bien la structure de la vague 2, elle est très très propre. On voit bien la première impulsion, conso, deuxième. Attention, on est bien en échec pour l'instant sous les résistances, mais moi je pense qu'on peut avoir un petit push final. J'aimerais bien que ça monte ici, moi, pour avoir des prix très très attractifs. Donc vers cette zone des 365. Donc si ça vient là, effectivement, ça m'intéresse. Pardon, hop, voilà, c'était ça ici. Si ça peut venir ici, ça m'intéresse. Si ça vient pas là et que ça commence à enquiller les supports, je rentre en breakout, bien entendu, il n'y a pas de souci. Boeing, celle-là, vous savez qu'elle fait partie des actions que je recherche. Donc il va de soi que si on forme un support
par là et qu'on le casse, je rentrerai vendeur également. Et malheureusement, il y a celle-là qui me gêne, c'est donc General Electric, qui déçoit les investisseurs à la publication des résultats. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça se stabilise, c'est-à-dire qu'on a un breakout, mais ce breakout n'est pas confirmé pour l'instant. C'est-à-dire que là on break et la bougie de break elle n'est pas poursuivie, c'est-à-dire que la bougie impulsive est le plus bas pour l'instant. J'attends donc de voir comment les investisseurs vont réagir à ça. On a toujours un petit bout de gap ici qui pourrait être fermé, mais normalement ça c'est ce qu'on appelle un gap de décollage, un gap de rupture. Donc normalement on devrait garder cette partie, je pense, ouverte, cette partie qui devient donc la zone support. Donc normalement ici on a un très très fort support et vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient tester ces prix, ça passe pas. Donc je m'attends tout simplement à ce qu'en fait on ait eu une extension correctrice de la vague 2 ici, ce qui fait un ABC. Et ici on devrait, je pense, repartir maintenant dans la vague 3. Donc je reste à l'achat toujours de General Electric, mais j'attends enfin de voir les acheteurs prendre la main dans ce à confirmer, donc ça dans les prochains jours. Pour ceux qui étaient sur Morel, je pense qu'il était temps d'encaisser et c'est pas mal. Double top sur le niveau technique, ça se dirige vers les supports, donc normalement ce truc là c'est fini. La zone de TP est donc bien atteinte. Je pense que c'est ici que le marché va se stabiliser pour les prochains mois. Donc former un range ici avant de trouver, je pense, la prochaine impulsion haussière. Donc moi j'essaierai d'attraper cette dernière impulsion haussière. Mais donc pour l'instant je laisse l'action consolider. Probablement voilà, jusqu'à octobre-novembre. Mais celle-là, tant qu'elle n'est pas dans ce créneau-là, je pense qu'il faut la laisser de côté. Mais la laisser, vous voyez, former une grosse conso comme ça et derrière essayer de retrouver, dès qu'on aura un sentiment bullish, pour la racheter à bon prix, en tout cas à prix intéressant. Sur la partie AUD-NZD, donc qui est le dernier scénario complètement décorrélé de tout le monde, ça se produit toujours pas mal. On est sur des structures bien consolidantes. On laisse le marché faire son travail. Ça semble se diriger vers une petite possible extension de la correction légèrement plus bas pour aller chercher peut-être cette zone-là, là, la zone des 1,08. Bon, honnêtement, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Normalement, ce marché ne peut pas vraiment franchir de support, étant donné sa grosse vague étendue sur les UT supérieures. Donc, normalement, dès que ça corrige, tout le monde achète. Donc, normalement, je pense que la UDNZD, même si ça baisse un peu, pour moi, ce sera des renforts. Tant qu'on casse des résistances, et c'est ce qu'on fait, je ne vois pas la moindre raison de s'inquiéter. Voilà. Donc, après, c'est difficile de spéculer sur les décomptes. Est-ce qu'on est dans le bon décompte, pas dans le bon décompte? Voilà. Bon, tout ce que je vois, c'est que moi, de toute façon, je n'encaisse rien sur la UDNZD maintenant, tant qu'on n'est pas à 1,126, donc 1,1260. 1,1380 voire 1,14, c'est ici que je pense que se trouve le prochain arrêt graphique. Voilà, on a fait le tour. Je vais aller répondre à vos questions et ensuite on passera à autre chose. Ben non, parce que je dois me faire la même chose en américain, enfin en anglais. Donc merci Simon. Oui, c'est vrai que si vous pouvez faire ça, ça aide beaucoup de gens comme ça, ceux qui veulent voir un truc en particulier, vous voyez un truc en particulier. Moi, j'ai pas le temps de le faire, je vous le cache pas. Alors, qui s'est fait pro indicateur et lève le pouce? Oui, bon, alors toi, tu dégages. Ok. Encore une fois, hein, si tu crois qu'un indicateur va te dire où acheter, où vendre, va te donner les signaux magiques, t'as juste rien compris au marché. Si tu crois, encore une fois, que tous les scénarios se valident toujours, t'as rien compris au marché non plus. Et puis si t'es pas content, tu te barres, hein. Moi je retiens personne, je n'engage personne. Vous êtes au pire engagé sur un mois et vous vous barrez si vous n'êtes pas content. Pourquoi elle... Alors ça c'est donc très bonne question. Je n'ai pas la réponse Thibaut. Je suis navré. J'aimerais l'avoir, mais ce n'est pas le cas. Donc si quelqu'un peut-être a l'explication, peut-être d'un aspect technique, moi je pense tout simplement, comme je vous avais dit, que les alts étaient très dangereux. Moi j'en ai pris quelques-uns et j'ai pris que les plus forts, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas touchés par le même symptôme que les autres. Mais pour moi il y a trop d'alts et c'est trop dangereux du coup de se positionner sur les fins de crack, enfin de spéculer sur la fin d'un crack tant que tous ces alts restent aussi nombreux. Donc en fait il est possible qu'on ait juste une aspiration baissière des alts et non du Bitcoin. C'est pas impossible, ça ferait partie des scénarios envisageables. Honnêtement, pour l'instant, moi je préfère rester silencieux à ce niveau-là parce que je n'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Ok. Ah oui, on pourrait effectivement analyser IOS. Je vais aller jeter un œil. Mais alors on va le faire vraiment rapide.
EOS USD. Ok, bon bah ouais, tu vois que celle-là elle est pas parmi les plus faibles hein, dans la structure. Effectivement, elle se comporte pas trop mal. Mais tu vois que dans l'indice altcoin, on avait réussi à franchir une résistance ici. Donc moi, je pense que les coins qu'il faut essayer de prendre maintenant, enfin pour l'instant sur les alts, c'est parmi les composants là, essayer de trouver ceux qui ont réussi à franchir la résistance ici. C'est probablement eux qui sont le plus recherchés par le marché pour l'instant. Et on voit que c'est pas le cas de l'Ethereum, encore moins le cas du IOTA. Donc pour l'instant, effectivement, je suis peut-être mal positionné sur ceux-là. Hein. À voir, hein, de toute façon, encore une fois, moi comme je fais de la spéculation très agressive, ça peut prendre plusieurs jours avant de trouver une sortie dans le sens de ce que j'attends. Hein, voilà. C'était sur Discord, je vous l'ai donné aussi sur Telegram. Ça a été donné partout, hein, ce truc-là, le renfort. Je l'ai même donné dans l'émission, il me semble. Hein. Renfort qui avait été pris, attends, si je ne me trompe pas, ici, hein, sur la partie Bitcoin. Voilà, là, tout en bas, c'était juste avant de partir sur les vacances, où je vous ai dit, je remets un petit renfort, là, sur les 6003, je ne sais plus exactement. Mais c'était par là, oui, c'était juste avant de... Non, c'était tout en bas, attends, je te dis pas de conneries. Mais voilà, je vous avais dit, j'ai acheté ici, à 6167, très exactement. Ça avait été donné, hein, voilà. Alors, ouf. Onebroker.com. Non, alors moi déjà j'ai mes propres brokerages, je n'en bouge pas. Et puis, donc non, merci, mais non. Et quand tu as parlé de crypto, tu nous as éliminé du buy and hold. Pourquoi ne pas t'intéresser au trading des altcoins? Tout simplement pour la raison que je viens de te donner avant. Pour moi, les altcoins sont trop nombreux et c'est beaucoup trop dangereux de se positionner là-dessus. Tout simplement parce que c'est l'image que j'avais prise à un moment donné. Jouer un buy and hold dans un secteur qui était en bulle, puis suivi d'un crack, c'est comme jouer sur une course de chevaux, sauf que tu as 1000 Kazakhs au départ et tu sais qu'il n'y en a pas plus d'une centaine qui arriveront au bout. Et en plus, il va falloir trouver les 10 premiers de cette centaine. Pour faire des buy and hold qui vont donner beaucoup qui seront les bons investissements qui donneront de gros gains derrière. Donc, moi, si tu veux, dans ce schéma-là, je préfère me dire, plutôt que de spéculer avant même que la course démarre sur les 1000 Kazakhs, je préfère à la limite attendre que la course ait commencé et qu'il y en ait déjà pratiquement 5 ou 600 qui soient déjà morts pour déjà avoir un peu moins de chance de prendre des trucs qui vont crever et valoir zéro. Hein, parce que j'ai dit, le problème des alts, c'est que les alts qui ne vaudront plus rien, enfin qui survivront pas, ils vaudront que dalle, c'est-à-dire perte intégrale du capital que vous aurez mis dessus. Hein. C'est le risque que vous prenez en faisant ça. Moi, je ne veux pas prendre ce risque. C'est pour ça que je n'achète que les plus gros, que ceux qui me semblent suffisamment capitalisés pour ne pas passer de tout à zéro. Et puis, en plus, je peux me planter. Hein, voilà. Je suis complètement conscient que je peux totalement taper à côté de la plaque sur les alts que j'ai choisis. Ah, oui, c'est un peu ça en même temps. Voilà, Wall Street, c'est les mecs, ils veulent pas lâcher l'affaire. Il faut toujours des gains. Mais il faut comprendre encore une fois la logique à Wall Street. Pas la logique, mais enfin, quel est le comportement qui a induit ces psychologies-là? Il est tout simple, c'est que à Wall Street, les mecs qui gagnent de l'argent pas avec leur propre pognon, ils gagnent de l'argent en tradant des fonds. Et dans des fonds, en fait, tout ce qui importe, c'est qu'il y a du rendement. Mais peu importe le risque, c'est ce qui cause toutes les crises financières à Wall Street, c'est toujours la même chose, c'est l'avidité des Golden Boys. C'est-à-dire qu'en fin de cycle, ils voient qu'il y a de l'argent qui arrive, qu'il y a des gens qui veulent investir. On sait pertinemment, tous les professionnels, que c'est pas le moment d'investir. On le sait. Je veux dire, là, c'est comme ça. Voilà, tu parles à un gestionnaire de patrimoine, il va te dire, non, là, c'est le moment de prendre les bénéfices. Tu parles à un trader, il va te dire, non, c'est pas le moment d'acheter. Et pourtant, à Wall Street, ils font quoi? Ils voient le pognon des investisseurs qui arrivent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fin de cycle, c'est là où les conditions sont les plus favorables. C'est là où les gens ont envie d'épargner, alors qu'il ne faut surtout pas le faire. C'est le moment où il ne faut pas du tout investir. Il faut attendre avant d'investir. Mais voilà, tu es dans cette phase-là où les gens veulent investir et du coup, tu es confronté à deux types de profils. C'est-à-dire les gens comme moi qui vont être francs, qui vont te dire « Mais non, gardez votre pognon, ce n'est pas le moment d'aller acheter des entreprises. »
Et surtout, c'est le moment d'essayer de pas en perdre de ce pognon. Et à côté de ça, tu as les gens avides de pognon à Wall Street qui n'ont pas d'âme, qui eux s'en foutent complètement que tu perdes ton pognon. Eux, tout ce qui les importe, c'est que tu le mettes ton argent dans le fond, qui spéculent à mort avec pour gagner leur commission. Et puis derrière, le jour où ça merde, ils te disent ah bah désolé, le marché tombe, c'était pas de notre faute, c'était imprévisible. Alors qu'ils le savaient très bien. Hein, voilà, faut bien être conscient de ça. Tu vois, moi, c'est un biais que je n'ai pas. Maintenant, je comprends très bien les mecs à Wall Street qui le font. La psychologie derrière, elle est toute simple. C'est qu'ils s'en foutent complètement de te vendre une merde qui va, alors qu'ils savent que ça va se péter de la gueule. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit de court terme pour avoir des gros bonus. Et voilà. Donc ça, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais moi, encore une fois, je ne peux pas défendre ce truc-là. Je le comprends, mais je ne participe pas à ça déjà. Et puis je le critique ouvertement. Mais encore une fois, voilà, c'est la psychologie actuelle. À Wall Street, on s'en fout. Même s'il faut péter l'économie, on veut du bonus, du bonus, du bonus, du bonus. Et c'est ça qui se passe chez les Golden Boys, je pense, en ce moment. Hein, ils sont complètement bourrés et complètement à fond de coke. Mais le truc, c'est que derrière, ils risquent de se prendre un platane, quoi. Hein, le platane, c'est que derrière, après, ils ont gagné des millions. Et puis, voilà. Hein, derrière, la réalité revient. Et puis, malheureusement, ces mecs-là, quand ils ont été habitués à vivre avec des salaires à 6 ou 7 zéros, tu peux te dire que derrière, quand ils redeviennent sans pognon, puisque quand c'est la crise, après, on ne les embauche pas, les traders. Puis ceux qui ont pris des risques comme ça, ces mecs-là, ils rebosseront jamais en salle de marché. Hein. Donc ils ont fait le one-shot de leur vie, ils ont connu l'argent facile, les millions, et puis d'un coup, ils se retrouvent tout pauvres. Et je peux te dire que ces mecs-là, leur vie, elle n'est pas très, très joyeuse. Hein. Voilà, donc attention encore une fois, l'argent facile, les lambeaux et compagnie, toutes ces conneries, c'est comme toutes les paraboles dans tous les secteurs qui soient. Hein, voilà, dès que vous vivez l'hyper-euphorie, derrière, ce qui suit, c'est la panique et la détresse. Et ça, croyez-moi, quoi qu'il arrive, ça touche tout le monde. Donc voilà, hein, évitez quoi qu'il arrive les systèmes paraboliques, ça je vous l'ai toujours dit. Dès que vous voyez un truc partir en parabole, essayez d'être assez rationnel rapidement, de retrouver vos esprits et de vous tirer de là pour ne pas pour ne pas avoir à payer les pots cassés derrière. Voilà, allez, sur ces jolis mots, on est à 1 heure de vidéo, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine, et donc on continue les émissions demain, on se retrouve mercredi également pour discuter de Liveroom, et je vous l'ai déjà aussi un peu annoncé vite fait sur Twitter, je vais retourner au Québec pour rencontrer les tabarnouches. Donc pour ceux qui sont sur le coin, ça m'intéresse, on peut se faire un petit rendez-vous sur probablement je pense une à Montréal et une à Québec pour se rencontrer en chair et en os pour ceux qui sont dans cette zone-là. Ou les Américains qui sont pas trop loin du Canada et qui veulent faire le déplacement, enfin voilà, il n'y a pas de souci. On pourra faire des rendez-vous en français et en anglais ou mixte, de toute façon la plupart du temps. Les Québécois et les Canadiens parlent très bien anglais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Alors pour la date, ce sera du 30 septembre au 5 ou 6 août, je crois, un truc comme ça. Du 30 août au 5 ou 6 septembre. On se retrouvera là. Les autres rencontres à Paris, du coup, je viendrai pour le salon du trading, c'est le 21 septembre. Donc pareil, je serai à Paris pour le vendredi 21 et samedi, je pense rester sur Paris. Donc pour les Parisiens, on se verra en septembre. Et voilà. Et puis il y en aura d'autres, comme je vous ai dit, l'année prochaine, mais je vous les annoncerai à chaque fois au compte-gouttes. Allez, bye bye.